si nombreux. Juste pour rapidement, puisqu'on a une règle au connecteur, c'est de tenir les timings. Là, on est un peu à la bourre, mais ça va. Donc, juste me présente, je m'appelle donc Pauline Rivière, je suis journaliste pour le Connecteur, et donc on co-organise on a monté des copéros qui sont en fait des after-work dédiés à des professionnels d'un secteur d'activité bien précis, qui n'est pas forcément encore très structuré. Voilà. Et donc, nous, l'objectif à travers ces événements, c'est juste de permettre la discussion et de mieux se connaître. Vous avez dû être harcelé plusieurs fois pour remplir une petite fiche, mais c'est aussi une manière de pouvoir envoyer à tous les participants qui sera présent pour qu'au moment de l'apéro, puisque c'est un petit peu aussi l'objet, on puisse aller échanger et discuter. Juste pour vous rappeler donc le format, il y aura en fait 2 interventions et demie. Mais la demi compte beaucoup, Laurent. La première, c'est Laurent de Pix and Prod, puisqu'en fait, il nous accueille gracieusement dans cette très 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 jolie maison. Je vais le couper, c'est vrai que c'est très désagréable de l'avoir en plein. Du coup, j'arrache un coup. Non, comment je fais pour couper? Faut appuyer. Ah oui, tu auras toujours la lumière. Voilà. Ah oui. Voilà. Et donc, il va juste parler en fait, de ce lieu-là pendant quelques minutes. Et puis après, en fait, on laissera la parole à Charlotte Carmencotte pendant un petit quart d'heure pour présenter le projet donc Média Vost de la montagne, Centre France, pas se tromper dans les appellations. Et on remercie également Nicolas Rocher, inspecteur académique régional, histoire géo et référent EMI. Ouais. Qui aussi prendra la parole en fait pour expliquer un peu en fait, comment ça fonctionne les dispositifs EMI, qu'est-ce qui se passe, où on va, puisque c'était un peu l'objet ce soir, c'était de rassembler des professionnels du monde des médias, de la médiation culturelle et de l'éducation aux médias, et aussi plutôt aussi des professionnels qui travaillent sur des projets, on va dire, audiovisuels, que ce soit de podcasts, de projets vidéo, reportages, donc voilà. Et juste après, donc ça devrait durer donc normalement 35 minutes. Après, on a ce qu'on appelle open micro, et l'idée c'est que ceux qui le souhaitent, en fait, se lèvent et peuvent participer et proposer, pas du tout, parler pendant 1 minute de ce qu'ils souhaitent. 1 minute, parce qu'après, il n'y a pas de temps pour l'apéro. Pour faire passer une information, raconter un projet, une envie, un besoin non assouvi, faute de temps, mais pourquoi pas si on le faisait à plusieurs. Bref, c'est carte blanche. Et puis après, une fois qu'on a terminé ça, on boit un coup. On enlèvera un peu les chaises et puis quand vous en avez marre, vous partez. C'est un petit peu ce format-là. Et donc voilà, on va dire que c'est bon. C'est assez complet. C'est assez complet. Donc je vais laisser la parole à Laurent, puisqu'en plus de parler, il va nous montrer, un peu nous faire voyager dans le temps. Je mets un petit peu trop de pression. Voilà. Dans 5 minutes, par contre, je serai intransigeante. Bon, ce sera court, pas de souci. Donc voilà, j'ai dit Laurent parce que j'ai toujours un petit peu de mal dans l'ordre des lettres de ton nom de famille, Laurent. Bon, je vous ai mis juste quelques images. Bon, déjà, c'est la première fois qu'on a autant de monde. Ah, mais c'est la musique. Donc, ouais, c'est pour ça on va la baisser. Donc, bienvenue en tout cas dans le lieu ici, la Maison Napoléon. C'est vrai qu'on a monté ce lieu il y a maintenant une petite année. En fait, là, je vous ai mis des images des travaux, puisqu'en fait, on a refait entièrement ce lieu qui était une maison d'habitation qu'on a transformé. On cherchait un lieu depuis quelque temps, nous, sur Clermont. Donc, on cherchait un lieu pour mettre l'agence, avant tout, depuis quelques années. Et puis, en fait, on est tombé par hasard sur cette maison. On a eu un vrai coup de cœur et du coup, on a décidé de voir si on pouvait acheter et de monter un projet sur ce lieu. Ce qui s'est fait, alors ça s'est fait en plein un mois du Covid, période un peu compliquée. Donc on a travaillé, l'idée ici c'est qu'on puisse travailler, partager et du coup en fait on a des bureaux de location sur le bas. Voilà, c'est un mini coworking avec en bas 3 espaces de 3 bureaux et en fait 2 salles de réunion qui est aussi en location extérieure. On a une petite salle en dessous qui est une salle de 7 personnes et puis cette salle qui peut accueillir, alors, en version salle de réunion,
jusqu'à 22 personnes. Et sinon, aujourd'hui, je sais pas, on est une trentaine de personnes. Donc voilà, là c'est déjà un peu la jauge plus que maximum. Donc voilà. Donc pour faire le tour, voilà, sur le lieu. Donc on est content en tout cas de vous accueillir ici, que vous passiez une bonne soirée. Mais voilà. qu'est-ce que c'est Pixan Prod? Donc Pixan Prod, juste pour vous dire, je suis aussi gérant de l'agence Pixan Prod qui a 10 ans aujourd'hui. C'est une agence de production audiovisuelle, on fait que de la vidéo aujourd'hui, sur vraiment du petit film de reportage à du très gros film jusqu'à de la scénographie. Donc la vidéo sur mesure, c'est 70% de ce qu'on fait à partir du moment où il y a un storyboard, un synopsis. Mais on fait aussi du suivi de chantier, on fait de la 3D ou 2D, on fait du live. Voilà, on a 5 activités audiovisuelles et d'autres choses sont en prévision sur 2023. Voilà. Bonne soirée. Voilà, j'ai rattrapé du temps. Vous avez des cours, je fais cours. Du coup, ça va, c'est pas trop près, ça va? J'essaie de me reculer après, mais je suis moins habitué à ce type de caméra. Ok, du coup, on va enchaîner avec donc Vost. Donc là, c'est en gros 10 minutes, un quart d'heure pour présenter, mais on avait dit 15 minutes. Si après vous avez des questions sur le projet, en fait, le but, on est quand même sous un format, même si on est aligné comme ça, qui est censé être informel et convivial. Donc en fait, on prend un peu la parole comme on le souhaite. Tu viens avec Charlotte, tu essaies de t'extraire? Je m'extrais. Ouais. Et Charlotte a demandé si elle avait le droit d'avoir ses notes et on lui a complètement autorisé puisqu'elle fait ce qu'elle veut, c'est son moment. Est-ce qu'on peut éteindre? Je peux l'éteindre, oui. Mais ça sera toujours très lumineux. Vous n'en avez pas besoin d'écran? Après, on en aura besoin pour celui-là, pour le Nicolas après. Du coup, bonsoir à tous. Comme Pauline m'a un peu présenté déjà, je suis Charlotte. Je travaille pour le groupe Centre France La Montagne sur le projet Vost, dont vous avez peut-être déjà un peu vaguement entendu parler. Je tiendrai pas 15 minutes. Et c'est la première fois que je pitch Vost devant des gens, devant beaucoup de gens. Donc je suis très très contente et un peu stressée, je ne vais pas vous mentir. Donc Vost, pour commencer de façon très pragmatique, qu'est-ce que c'est? C'est un média, ça on l'avait à peu près. C'est un média local sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram pour le moment, qui a pour objectif d'atteindre une nouvelle audience et de donner à cette audience en fait un espace pour mettre en lumière ses revendications, ses engagements et aussi lui apporter une dimension servicielle, de service, de l'éclairer un peu sur tout un tas de sujets. Donc vous allez me dire cette audience sur les réseaux sociaux, mais laquelle ça peut être. C'est l'audience des 18-25, il n'y avait pas trop de mystère là-dessus. Cette audience 18-25 qu'on appelle aussi la Gen Z ou qu'on a appelée il n'y a pas longtemps, ça va faire sourire Julien, dans une tribune, cette génération qui porte un costume trop grand pour elle et qui est toujours un peu déchirée entre ses engagements, la vie du quotidien et la vie très complexe, la société très complexe dans laquelle on vit aujourd'hui. Cette audience, on a longuement enquêté pour savoir comment l'atteindre, par quel support, avec quel type de sujet. Et on s'est rapidement rendu compte en fait qu'elle était assez peu écoutée ou qu'il y avait toujours une forme un peu de condescendance à l'égard de cette génération qui avait des choses à dire, qui était très largement légitime sur ces sujets et qu'on avait toujours un peu tendance à aller chercher des gens plus âgés ou soi-disant plus spécialistes sur certains de ces engagements, comme si elle n'était pas à même de s'exprimer elle-même et de se positionner en experte en fait sur ces engagements. A priori, jusque-là, vous allez me dire, bon, on n'a pas réinventé la poudre, on n'a pas, les réseaux sociaux, tout ça, tout le monde là, les 18-25, tout le monde essaye, tout le monde tâtonne, mais globalement, on se pose à peu près tous les mêmes questions. Alors, vous avez pas totalement tort.
En fait, avec Vost, on sait qu'on va pas tout réinventer. En revanche, il y a deux choses qu'on a vraiment eu à cœur de faire tout à fait différemment par rapport à ce qu'on a pu observer. Déjà, il y a ce versant local en fait qui nous permet de travailler une approche vraiment collaborative et participative de Vost, en proposant notamment des événements qu'on appelle entre nous et qu'on n'a pas encore formalisés de manière plus explicite, qu'on appelle les agoras, qui sont en fait des espaces de concertation et de consultation de ce public, de cette audience, sur certains sujets. Donc le dernier sujet par exemple qu'on a lancé sur nos réseaux sociaux en disant venez participer, on a envie d'avoir vos avis, vos retours d'expérience en fait sur ce sujet, c'était autour de l'engagement associatif. Il y a plein de formes d'engagement associatif aujourd'hui, il y a plein de formes d'engagement tout court, ce qui permet en fait de mettre autour d'une même table des gens d'une trentaine d'années, donc qui sont un peu hors cible mais on va pas être aussi carré, des gens d'une trentaine d'années qui sont simplement engagés dans des assos plutôt de solidarité, et à la même table d'avoir des jeunes qui partent au Togo pour construire une école, ou des jeunes de Fridays for Climate ou Youth for Future, Fridays for Future et Youth for Climate, ça doit être ça, qui ont à peine 16 ans, qui se posent plein de questions autour de l'identité de genre, mais qui sont à la fois très, voire hyper renseignés en fait sur ce sujet de l'engagement autour du climat, du mouvement Greta Thunberg, du traitement climatique en fait de ces sujets environnementaux. Donc ça fait partie des sujets en fait que nous on traite beaucoup dans Vost, parce qu'on entend bien que la gronde elle est là et que c'est des sujets en fait qui interpellent cette génération et dont cette génération a profondément envie de parler et de parler mieux, parce que je vous apprends rien, on est tous des fois confrontés à des unes médiatiques qui irritent profondément cette génération, hein, ils le disent très ouvertement, et quand je dis cette génération j'en fais aussi partie, donc voilà. La seconde chose qu'on a vraiment eu à cœur de faire différemment avec Vost, c'est une approche très axée sur l'expérience utilisateur. Avant de projeter Vost, avant même d'avoir potentiellement l'idée de créer Vost, on a vraiment enquêté, mené des entretiens, posé des questions à cette cible-là, mais à d'autres cibles. La grande question du départ, c'était qui sont ces gens qui ne lisent pas les titres du groupe Centre-France ? Qui dans la salle, à main levée, lit les titres du groupe Centre-France, La Montagne ou d'autres. Voilà, vous êtes déjà pas majoritaire et a priori vous êtes plutôt dans la cible. C'est pas grave, moi non plus je les lis pas, vous inquiétez pas. Par contre je lis Vost forcément. Donc c'était de dire qui sont ces gens, et donc on a identifié 4 grands types de profils, des personas comme on les appelle en marketing. Et on a proposé ces personas dans le cadre ce qu'on a appelé un médiacathon, qui a été mené du coup avec l'équipe de la compagnie rotative, qui est juste là, dont je faisais partie à l'époque. Et en fait, ce médiacathon qui a été mené en interne du groupe, il a permis de solliciter l'ensemble des collaborateurs de tous métiers confondus, que ce soit des imprimeurs, des gens du portage, du marketing, de la pub, vraiment de tous les types de métiers en interne du groupe Centre-France, pour réfléchir à cette nouvelle offre. Qu'est-ce qu'on va faire et pour qui ? Donc on a proposé ces 4 grands personas, dont celui du 18-25 Gen Z classique. Et en fait, c'est ce projet qui a gagné le Médiacathon et qui a par la suite été incubé donc dans l'ancien incubateur du groupe, qui était rattaché au service de la compagnie rotative, et qui a été accompagné pendant 6 mois en fait, à la structuration de ce projet et à son financement, etc. Ce projet Vost, donc, qui est pour le moment qu'on essaye de faire vivre comme une marque autonome, c'est bien un projet groupe La Montagne Centre-France. Il n'y a pas de secret autour de ça, on est transparent sur le sujet. On essaye d'en faire une marque autonome pour apprendre et essayer. Il y a tout un tas de choses en fait, qu'on teste autour de Vost. C'est pour ça qu'on l'appelle toujours un peu le projet laboratoire en interne. Il permet notamment de tester ces fameuses mécaniques centrées utilisateurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire sur tous les sujets et dans tous les projets. Aussi cette méthode projet. Il nous a aussi permis en fait en interne du groupe de tester ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, donc de porter un projet entrepreneurial à l'intérieur d'une entreprise. En l'occurrence, c'est Simon Anthony qui pitch d'habitude, mais qui a des enfants, voilà, le lundi soir. Donc c'est Simon Anthony qui faisait partie du groupe projet de départ, qui
qui a en fait intégré l'incubateur et qui a porté Vost, qui au début s'appelait Speech, qui après s'est appelé 30%, qui a fini par s'appeler Vost. Me demandez pas pourquoi j'étais pas là quand on a choisi. Et donc Simon porte un peu la dimension intrapreneuriale sur ses épaules et porte le projet Vost en étant garant de ce qu'il était au départ et de ses grandes aspirations originelles. Donc on a testé ça. Et on teste aussi, ou en tout cas on essaye de tester, on apprend le jeu des plateformes en fait. Le jeu des plateformes, de comment l'algorithme fonctionne, de ce qui plaît, de ce qui ne fonctionne pas. Ça c'est une jungle et c'est un apprentissage quotidien qui est parfois ingrat et parfois très valorisant. Et on teste aussi du coup les contenus 100% éditorialisés pour ces fameuses plateformes. C'est des choses qu'on teste, qu'on apprend, et Vost il a vraiment à l'intérieur du groupe cette vocation-là d'être un peu cet espace d'apprentissage. Que vous dire d'autre? Je prends mes notes, c'est maintenant. C'est petit, mais ça va. A priori, je vous en ai déjà dit beaucoup sur ce que j'avais prévu de vous dire. Il y a encore deux choses. La première, c'est que Vost, dans sa dimension en interne du groupe, ça nous permet aussi de solliciter les collaborateurs et de les embarquer sur un projet qui est assez simple à partager, à relayer à leur entourage. C'est quelque chose auquel on croit beaucoup aussi, c'est de ce premier cœur en fait, de projet autour de nous. D'avoir les collaborateurs qui nous soutiennent, ça permet aussi de les embarquer dans cette démarche d'expérimentation, d'innovation et un peu de renouveau. Et pour faire le lien du coup avec ce qu'on a prévu de se dire ce soir autour de l'éducation aux médias, pour le moment, Vost s'est pas encore vraiment aventuré sur ces sujets. C'est un désir qu'on aura sûrement sur du plus long terme, sur lequel on ne se sent pas encore tout à fait légitime, mais il y a des choses déjà avec lesquelles on recoupe, notamment sur le fait de croire très fort en la capacité d'analyse et d'esprit critique de cette génération qui est vraiment au cœur de nos sujets et de notre façon de produire. Et de se dire que si elle est capable d'avoir ce regard-là en fait, sur les contenus qu'elle produit avec nous, elle est capable de l'avoir sur toute la production d'informations. Et du coup, c'est de réfléchir à comment, dans le cadre de ces sujets d'éducation aux médias, de sensibilisation à l'information, fabrique de l'info, comment on arrive à mettre un peu tout ça en mouvement autour de ce sujet. C'est pas encore totalement matérialisé, c'est un travail de grande ampleur pour le moment, sur lequel on a préféré attendre un peu avant de s'aventurer, simplement parce qu'on voulait aussi connaître les acteurs du territoire pour être sûr de pouvoir travailler en bonne intelligence avec tout le monde. Et je crois que pour moi c'est tout, pour Vost en tout cas. J'ai largement pas tenu un quart d'heure, mais ça laisse l'espace pour tout un tas de questions. Tu as tenu 11 minutes. Hein, c'est pas mal déjà. Et voilà, merci beaucoup. Mais du coup, on dirait pas du tout que c'est la première fois que tu le fais. Bah non. Est-ce qu'il y a des questions sur Vost? C'était si clair que ça. Mais c'est que Instagram? Alors, c'est sur Instagram où on publie la majorité des contenus. Après, vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok et sur Twitter. YouTube. Et YouTube. LinkedIn depuis aujourd'hui. Alors, LinkedIn depuis la semaine dernière, vraiment en mode storytelling du projet. Sur Twitter, je fais des petits points hebdomadaires sur un peu ce qui s'est passé, etc. Et sur TikTok, on tâtonne, on publie un petit peu pour voir un peu comment ça fonctionne. Et sur YouTube, vous trouverez surtout les formats longs. Tom et Simon, qui sont les deux journalistes qui travaillent sur le projet, font des formats longs en fait, d'interviews avec des jeunes et des moins jeunes des fois. Donc sur YouTube, vous pouvez aussi trouver Vost Média. Voilà. Donc vos contenus se concentrent uniquement sur la vidéo? Oui, principalement vidéo. On a quelques formats un peu type carousel sur Instagram ou de story pour favoriser l'interaction et l'engagement. Mais c'est principalement de la vidéo. Oui. Et tout monté par les journalistes eux-mêmes. Donc ils choisissent les sujets, ils nous les soumettent, ils les tournent, ils les montent, enfin ils les dérushent, ils les montent, ils nous les resoumettent, ils les recorrigent et moi je les publie. Donc ils font tout, c'est très très fort. Vous publiez à quelle fréquence ou à quel horaire à peu près? Alors en termes de fréquence, on est sur un contenu quasiment quotidien. Des fois le week-end c'est soit le samedi, soit le dimanche, soit pas, c'est plutôt aléatoire.
Et sur les horaires, alors là, ça reste toujours un peu le mystère, voilà. On a des outils qui nous ont montré qu'on avait des abonnés qui étaient très actifs à 2h du matin, mais bon, j'adore mon travail, mais ça a ses limites. Voilà. Donc, on publie en général en fin de journée. C'est là où on voit que l'algorithme, il est plutôt... Enfin, c'est là où, en fait, stratégiquement, c'est là où il y a le plus d'interactions. Ça dépend vraiment des sujets. Le truc qu'on a vraiment identifié aujourd'hui et qu'on est capable de soumettre et de dire clairement sans aucun doute, c'est que ce qui fonctionne le mieux, c'est les micro-communautés, en fait. Quand vous avez vraiment un sujet qui est très très pris par une micro-communauté, si vous arrivez à mobiliser cette communauté-là enfin, dans son entièreté, ça s'enflamme et ça part et ça fait 100 000, 200 000, 300 000 vues. On n'a pas fait 300 000 vues un jour. Mais c'est la seule chose sur laquelle on est sûr. Pour les horaires, pour le moment, c'est un peu variable en fait. Alors, est-ce qu'il y a des sujets que vous avez testés où c'est vraiment des gros fails, où vous dites ça marche pas, genre même si on essaye, vraiment ça ne marche pas? Alors il y a un sujet où on n'a pas encore vraiment... Enfin, on n'a pas abandonné l'idée parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, mais c'est un sujet à chaque fois qu'on le fait, notamment sur Instagram. Moi j'ai mon hypothèse, mais elle est perso, elle n'est pas du tout avérée. C'est tout ce qui est sujet autour de la précarité. Les sujets précarité sur Vost, s'il y en a un, il a décollé à 32 vues. Vraiment, ça ne fonctionne pas. On n'a pas encore d'explication 100% scientifique et rationnelle. Moi je pense que c'est l'attachement un peu à l'esthétisme d'Instagram qui fait que c'est pas des sujets sur lesquels on a forcément envie de s'arrêter. Et puis parce que les gens sont aussi un peu en demande de choses un peu plus positives ou la colère est un peu plus forte. Est-ce que pour autant vous allez continuer à en faire? Oui, on continue de les faire. Et on essaye de trouver des acteurs toujours plus pertinents pour les co-construire avec nous, pour pas abandonner. Mais oui, on continue. On n'en fait pas 40 par semaine du coup, mais oui, on les continue. Mais c'est pas le cas sur le sujet environnemental aussi, Alors, autour des sujets environnementaux, il y a une gronde et une colère qui est plus forte et plus dans la durée, en fait, je pense. Et il y a tout un tas de types d'engagement, en fait, autour de ce sujet-là, qui fait qu'on peut le prendre avec un peu plus de... Je sais pas si c'est de philosophie, mais ça effraie beaucoup moins, en tout cas, sur les retours qu'on a en termes d'interaction. C'est visiblement beaucoup moins effrayant que le sujet de la précarité, quand même. Ça marche plutôt pas mal, les sujets environnementaux. Ouais. On a fait au mois de mai... Qui est-ce qui parle? C'est Julien. Pardon, c'est moi qui parle. C'est le rédac chef de Vost. Pas les lunettes du... Je pilote de loin, derrière Charlotte, le projet Vost, depuis 18 mois, depuis le Mediacaton et la Fazan. En fait, on a fait une série au mois d'avril, au mois de mai, quand on a commencé pour se faire un peu la main sur l'éco-anxiété. Sujet tous les 12 mois depuis. On a bien inventé. Ça match bien en fait. Le côté coup de gueule fonctionne. On pense qu'il faut qu'on arrive aussi à notre pendant éditorial avec des angles plus de solutions, plus constructifs, etc. Après, on s'adresse à une cible qui est convaincue en fait, sur les sujets environnementaux, tu le sais mieux que moi. Et ça fonctionne plutôt très bien. Ça fait partie des gros piliers d'appui de Vost en fait en termes de ligne édito. La précarité, c'est peut-être le point de fort, on fait plus que le fond. Effectivement, Oui, peut-être. Peut-être. Il y avait une question, c'était... C'était un peu savoir quels étaient les sujets qui marchaient mieux, qui marchaient le plus. C'est vrai que ces sujets autour de la question environnementale, ils fonctionnent bien, mais ils font pas des pics d'audience absolument incroyables. Là, les sujets qui ont très très bien fonctionné, en fait, c'est les sujets qu'on a fait avec les étudiants internes en médecine. Sur les grèves, tout est relatif, mais sur le mouvement en fait de gronde des internes en médecine, sur la 4e année en médecine générale et sur la coercition. C'est de là qu'on sort l'hypothèse que le coup de gueule vraiment c'est ce qui fonctionne le mieux, et le sujet de la micro-communauté en fait. Sur ces sujets-là, à chaque fois ça fonctionne très bien. Il y a un autre sujet autour de la santé mentale, globalement, tout ce qui est anorexie. Anorexie, ça a très bien fonctionné. On a tout un panel de sujets autour de la santé mentale qui ont bien fonctionné. On a aussi des sujets autour de la transidentité qui ont été repostés, qui ont plutôt bien fonctionné. Ça génère beaucoup de... C'est clivant, enfin, les sujets clivants de toute façon fonctionnent toujours très bien. Mais en fait, vraiment les sujets coup de gueule, c'est ce qui pour le moment fonctionne le mieux. Notamment ce sujet médecine.
Et comment où est-ce que vous les prenez, les jeunes? Comment vous allez les chercher? Enfin, Alors, ça c'est plutôt Tom et Simon qui les trouvent. C'est assez aléatoire, c'est leur travail de journaliste du coup de sourcer. C'est assez aléatoire. Tom fait un travail d'enquête terrain dont il a absolument le secret, j'ai aucune visibilité dessus. Des fois il arrive, il fait j'ai un contact. Ok, je sais pas où il l'a trouvé, mais c'est toujours très très intéressant. Et des fois on a des gens sur Instagram qui nous écrivent aussi, qui disent bah moi j'aimerais bien parler de ça, est-ce qu'on peut le faire ensemble dans les agoras des fois. Et puis il y a aussi un truc qui est très fort, c'est qu'en fait les bureaux globalement ils sont sur le plateau de la locale de la montagne et que des fois en fait c'est des sujets qui sont pas du tout des sujets montagne parce qu'on sait que l'audience de la montagne elle va potentiellement être intéressée mais c'est pas forcément son cœur de cible. Donc on a des journalistes qui nous disent ça je pense que on le ferait bien dans le print, on va le faire, mais si vous le faites sur Vost ça sera d'autant plus pertinent, donc voilà, et ça se croise, donc des fois on va sur des reportages avec des journalistes de la montagne, on se croise. Et Charlotte nous fait de la veille de tendance sur Insta. Ouais, je fais aussi pas mal de veille sur un peu toutes les plateformes, mais sur Instagram il n'y a pas de secret, si vous voulez percer il faut parler de foot ou être copain avec Lena Situation, vous savez tout. Voilà, j'ai longuement cherché mais c'est le secret. Est-ce que les 18-25 ans, donc du coup votre public cible, s'est emparé aujourd'hui de Vost ou c'est encore trop tôt? Sur la tranche d'âge qui suit Vost, c'est vraiment 18-25. Là pour le parce coup qu'on on est sentait bon. qu'ils sont emparés du média parce que l'idée c'était que ça soit pas encore, ça fait 6 mois, on a des gens qui nous répondent, on a des gens qui interagissent avec nous, sur les événements il y a des gens qui viennent, on est encore sur une toute petite échelle, on est à 2700 abonnés, 2700. C'est encore petit pour avoir une communauté solide qui répond du tac au tac, etc. Mais globalement, on a quand même des retours qui sont plutôt positifs. Peu importe les origines de CSP, de formation, etc. On a des jeunes qui nous disent c'est intéressant, ça me permet d'être confronté à des gens que j'ai pas l'habitude de croiser. Donc globalement, il y a les outils et il y a matière à ce qu'ils s'en emparent, mais pour le moment, ça fait encore le bruit que ça fait, 2700 personnes, c'est pas beaucoup. Et au local, c'est la première fois qu'on parle de Vost devant autant de personnes en externe du groupe. Donc vous êtes un peu les premiers, un peu les premiers à découvrir en externe. Voilà, je pense que je sais pas, mais oui. J'ai une question, Charlotte. Oui. Alors, comme je suis arrivé très en retard, le sujet a peut-être été abordé, c'est qu'il y a un petit peu béni, mais c'est comment est le lien entre Vost et la Fondation Varenne et alors le lien avec Centre France c'est très simple, ça appartient à Centre France. Le lien avec la Fondation Varenne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pas direct si c'est Centre France. Voilà, il y a le lien entre Vost et la Fondation qu'il y a entre Vost et le groupe Centre France. Le groupe Centre France est actionnaire de Vost. Il est propriétaire de Vost. Pardon? Ah non, c'est Vost. Ouais. Ah non, c'est Vost. En fait, on appartient à la montagne. C'est un projet, non? C'est une marque Centre France. Partagé entre la direction des produits digitaux et la direction des rédactions. En fait, il y a un médiacaton, un esprit créatif, qui sont montés avec plein de métiers. C'est ce qu'expliquait Charlotte. Oui, mais je suis désolé, je suis allé à ça va. C'est de rattrapage. Et en fait, il y a un des projets qui est porté par un journaliste de la locale à Clermont-Ferrand qui s'appelle Simon Anthony, pour ceux qui le connaissent, et il mérite d'être connu. Et en fait, c'est le projet qui gagne et on instruit, on incube et on développe ce projet-là, tout simplement. Du coup, je me permets de poser la question, quand même, peut-être que Julien sera plus à même d'y répondre. Ça veut dire que la montagne, en ayant, le groupe Centre France en créant Vost, ça signifierait que la montagne abandonne toute idée d'être sur la cible du 18-25? C'est pas du tout ce que tu as entendu, c'est une interprétation. Non, mais c'est pas ce que j'ai entendu, c'est ce que je me pose comme question, tu vois. On peut trouver la ville Clermont, ou juste la montagne tous les matins, ou le site web, et tu vas trouver les sujets qui concernent la génération. Oui, mais il y a les sujets qui concernent ce qui attire, tu vois, comment tu les attires. 18-25. Après, ce qu'on travaille, nous, c'est plus. On va pas réinventer les fondamentaux du journalisme que tu connais. Donc, on va continuer à vérifier, à contextualiser, à expliquer, à faire didactique, etc. On essaie de travailler le format, en fait. C'est-à-dire, quand on a travaillé la cible, ce qu'expliquait Charlotte, quand on a fait, elle n'a pas tout détaillé, heureusement, parce qu'on serait encore là, mais on fait 1200 entretiens avec les personas en amont, en fait. Donc, quand il y a un projet choisi, on vient refaire l'entretien qualitatif, etc. Et c'est là on percute quelque chose que vous n'avez pas découvert, mais il fallait qu'on l'écrive et qu'on l'instruise et qu'on le marque dans le marbre. C'est-à-dire qu'il y a une consommation de produits d'information pour cette génération-là qui est plutôt de la vidéo, plutôt sous-titrée, plutôt
plutôt sous Instagram. Voilà. Et je pense qu'on va verser tout doucement et glisser vers la plateforme TikTok aussi. Mais c'est plutôt cette diffusion et le format qu'on travaille, plus qu'on oublie tous les sujets jeunes, parce que non. Ok, est-ce qu'il y a une autre question? Parce que moi, je suis la gardienne du temps. Ouais. Sur comment c'est mis en place tout le processus de conception centré sur l'utilisateur et puis aussi la culture, l'innovation, le design, comment ça s'est installé dans une structure déjà ancienne, qui n'est pas forcément acculturée d'un point de vue design. Ok, je vais faire un premier début de réponse et il se trouve qu'on a des gens hyper expérimentés sur le sujet là quelque part. Le premier début de réponse. Il y a un service du groupe Centrepoint qui s'appelle les produits digitaux qui s'occupe principalement de tout ce qui est applications, sites web, etc. Et au sein de ce service, il y a une équipe d'UX, donc il y a un UX, deux UI et depuis pas très longtemps une UX researcher. Donc en fait, on a toute une équipe en interne au service de l'intégralité des produits montagne qui travaille en fait autour de ces sujets de design, d'expérience utilisateur, de navigation, etc. Depuis pas longtemps, on a aussi un expert SEO, donc sur le référencement et sur l'ergonomie des sites internet. Sur la dimension innovation, je vais peut-être laisser Raph ou Adeline ajouter. En phrase, oui. Comme le disait Julien, ça a été porté à l'initiative, ça a émergé via un médiacathon qui est un événement qui lui a été conçu par la compagnie Inventive et la vocation c'est un laboratoire au sein du groupe Centrepoint qui accompagne les mécaniques d'innovation, de transformation par l'intelligence collective, il y a de la pensée design, tout un tas d'outils qui sont mis au service du pilotage et l'émergence de projets. Ma question c'était comment ça s'est installé dans une structure ancienne, est-ce qu'il y a eu des résistances, parce que c'est une logique de transformation. Ah oui, bien sûr qu'il y a des résistances. On en parlera après d'un discours plus cash aussi. Oui, bon, bien sûr, il y a beaucoup de résistances. Évidemment, oui, il y a, comme dans tout projet, il y a 10% de gens qui y sont intéressés, et puis il y en a 40% qui sont des freins, et puis t'as le reste qui sont des boutons. Et donc voilà, il faut, et ça prend du temps, c'est la transformation culturelle. Donc, mais il y a aussi beaucoup d'envie, beaucoup de freins, beaucoup de questionnements, parce que ça change et ça perturbe les habitudes, donc on n'aime pas changer ces habitudes. Mais c'est nécessaire. Ok, bah du coup, pour tenir le timing, donc merci beaucoup Charles. Tu as vraiment été très très forte. Merci beaucoup. Et du coup, on va pouvoir laisser la... Donc on peut et Nicolas, je veux pas vous paniquer, mais votre PowerPoint, il se tasse un petit peu, enfin visuellement. Vous n'aviez pas fait exprès de superposer plein de textes les uns sur les autres. Non, à vrai dire, j'ai récupéré plein de diapos, mais pas dans ma alors je pense pas que ça soit lié, mais vous allez me dire, parce que je comprends pas pourquoi ça fait ça, parce que c'est un PDF. Non, c'est un PowerPoint. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Mais on va voir. Après, je peux le diffuser avec mon poste, si vous voulez. voulez. Ah bah ouais, moi je peux faire ça. Oui, c'est ça. Ou alors vous mettez votre mot de passe, on met un peu de musique d'ascenseur en attendant. Parce que là, c'est pas complètement ce que vous aviez en tête, je suppose. Du coup, intermède musical. HDLI, je sais pas. Ça, vous mettez en fait juste comme ça. Et ça le reconnaît normalement. Mais il ne faut pas forcément internet. Il faut être petit. Ça va le faut attendre que ça voilà. Oui.
coup, dans la deuxième intervention, c'était aussi cette idée de, on entend beaucoup parler d'éducation aux médias à l'information. Nous, en échangeant, que ce soit avec des collectivités, en gros, il y a beaucoup d'acteurs qui ont envie de faire de la médiation, de l'éducation aux médias. Et donc, en fait, là, l'idée, c'était d'avoir un expert du sujet qui repose le cadre et qui nous explique un peu ce qui est aussi en place en Auvergne pour apporter un éclairage. Ça va, c'est pas trop agressif? Non, parce non, que ça c'est va, vraiment géant, hein, du coup, la présentation. J'ai l'habitude, par contre, j'ai pas l'habitude de ce public-là, donc bonsoir, je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Nicolas Rocher, je suis inspecteur d'histoire-géographie pour l'Académie de Clermont. Inspecteur d'histoire-géographie, ça veut dire que j'ai sous ma responsabilité les 1000 profs d'histoire-géo qui enseignent soit en collège, soit en lycée, dans l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire. Voilà. Mais il se trouve que, de plus en plus maintenant, en dehors de notre champ de compétences initial, donc moi l'histoire-géographie, on a des missions académiques qui nous sont confiées par monsieur le recteur, et il se trouve que moi j'ai la joie, l'honneur d'être référent académique EMI, officiellement depuis 1 an, parce que cette mission, elle a été officialisée à la suite d'une circulaire du mois de janvier de l'année dernière, mais de fait depuis plus longtemps, puisque je gravite dans ce champ-là avec beaucoup d'enseignants qui sont nos formateurs, qui sont nos relais. Et je connais certains d'entre vous qui soit nous font l'amitié de faire partie de structures comme la cellule académique EMI, notamment Benoît Bouscarel qui est ici. J'ai eu l'occasion en avant-première d'avoir la présentation de Charlotte, même si ce n'était pas fait par Charlotte stricto sensu, la semaine passée, où il y a 10 jours, puisqu'on avait un moment de formation pour 25 professeurs de l'académie, et on a eu droit à une présentation sur VOST qui nous a beaucoup intéressés. Et puis dans la salle, il y a aussi des gens qui ont déjà travaillé avec des scolaires. Martin Pierre, je l'ai vu tout à l'heure et je ne le vois plus. Et puis il y a même un de nos formateurs du groupe EMI académique, en l'occurrence William Roux, qui a énormément de casquettes puisqu'il est aussi expert sur le jeu numérique, peut-être est-il déjà intervenu dans ce cadre-là. Et accessoirement, c'est un très bon professeur d'histoire-géographie que j'ai eu l'occasion de titulariser lorsqu'il venait d'avoir son concours il y a à peu près 7-8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il est en train de s'enterrer dans Et il n'est pas venu à ma demande puisqu'il était là bien avant moi, donc c'est le hasard qui fait qu'on est très content de se retrouver ce soir. Ça nous permettra de parler du stage qu'on a en ligne de mire d'ici à peu près 15 jours, 3 semaines, et pour lequel il ne me répond pas, mais bon voilà. Bon voilà, je ferme cette parenthèse. Donc je vais vous parler d'éducation aux médias et à l'information à destination du public scolaire, c'est-à-dire le MI, un grand E, un grand M, un grand I, c'est-à-dire ce monde autour duquel j'ai appris grâce à Pauline que vous gravitiez, sans en savoir véritablement à quel titre. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que ça fait une synergie, ça crée des connexions. Parce que pour parler d'éducation aux médias et à l'information, nous, on a besoin des professionnels, on a besoin des ressources, on a besoin de la vie, de la vraie vie, pour la faire rentrer dans les établissements, de manière à accompagner les jeunes qui nous sont confiés. Donc tous ces moments-là sont des moments hyper propices pour nous, puisqu'on pense peut-être à demain, ou pas. En tout cas, ça va nous permettre de faire des rencontres. Alors voilà, donc j'ai terminé ce long qui vous parle. Donc maintenant, je vais rentrer dans mon propos. 3 temps, si vous voulez bien. Premièrement, qu'est-ce qu'on entend par EMI? Et qu'est-ce que ça implique comme type de défi pour nous, qui essayons de la promouvoir dans les établissements? Deuxièmement, on en est où dans l'Académie de Clermont? Comment est-ce qu'on travaille? Qui bosse? J'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'enseignants, donc je vais vous donner des exemples. Et puis troisièmement, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Et donc je vous ferai une petite étude de cas rapide sur une action concrète à destination d'un certain nombre d'élèves qui fait intervenir des partenaires pour que vous compreniez quel pourrait être le demain, parce que des actions comme ça, on en aimerait qu'il y en ait beaucoup plus. Et voilà. tout ça, Nicolas, en 15 minutes. 15 minutes. À 14 minutes, vous me faites des grands signes, comme quoi il faut que j'arrête. D'accord, que je fais ce signe-là. Ouais, c'est que c'est vraiment hors de chez moi. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par EMI? Vulgarisons, allons tout de suite à l'essentiel. Pour nous, et pour les scolaires qui nous sont confiés, l'éducation aux médias et à l'information, c'est une éducation qui doit former des futurs citoyens. Selon 2, 3, 4 axes, tout dépend comment est-ce qu'on les prend. Mais la première idée, c'est de leur permettre de connaître le monde des médias, pour le comprendre, c'est-à-dire d'avoir un recul critique par rapport à toutes les informations qui transitent par les médias au sens large, hein, que ce soit la presse écrite ou les réseaux sociaux, et je ne fais pas tout l'empan qu'il y a entre les deux, mais en gros, on essaye de les initier à tout ça. Le meilleur moyen étant de les rendre acteurs d'une production d'informations, donc c'est aussi cette dimension qui ne sont pas que des consommateurs, mais aussi des producteurs en devenir. Pour certains d'entre eux, ils le sont déjà depuis bien longtemps. D'un point de vue, l'éducnat, ça jargonne un peu, c'est parfois un peu austère, ça s'appuie sur des textes. Je vais être obligé de faire un petit peu comme ça. Quand on va dans les classes, on essaye de faire travailler ces 4 dimensions aux élèves.
Premièrement, comment est-ce qu'ils peuvent seuls, enfin ou plutôt en autonomie, c'est-à-dire lorsque l'adulte référent n'est pas là, avoir une consommation des médias autonomes. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir une consommation et une exploitation des médias raisonnés? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir une consommation des médias responsables lorsqu'ils reroutent un message, lorsqu'ils prennent en photo leur camarade? Il faut leur apprendre que ça ne se fait pas n'importe comment. Et puis enfin, comment est-ce qu'on peut les aider à produire le mieux possible et à partager des informations? Ça, c'est un résumé, c'est le mien. Ça, ce sont des textes de loi sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Alors, notre cadre, c'est quoi? Notre cadre, à nous, Éducation nationale, ce n'est pas le bon vouloir des professeurs. La liberté pédagogique, ça ne veut pas dire que les enseignants font ce qu'ils veulent. Les enseignants sont là pour mettre en application un cadre légal. Et l'EMI, on la trouve à plusieurs niveaux dans le cadre légal que nous sommes censés fournir aux enfants qui nous sont confiés. Le plus haut niveau, c'est le cadre des lois qui définissent nos missions. Ensuite, il y a le cadre des programmes. Et puis enfin, il y a tous les textes qui nous permettent de mettre tout ça en application avec des impulsions, des encouragements au niveau locaux. Au niveau du code de l'éducation, alors j'insiste un tout petit peu là-dessus, mais rassurez-vous, c'est le seul extrait que je vous ferai passer. Dans la loi, il est écrit, dans ce qu'on appelle le code de l'éducation, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui font le tour des lois qui définissent ce qu'est éduquer aujourd'hui auprès des jeunes Français. Il est écrit que la mission centrale que s'assigne l'éducation, et c'est pas rien quand même, et c'est bon de le rappeler, c'est de développer les connaissances, les compétences et les cultures nécessaires à l'exercice de la citoyenneté. Je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais pas n'importe quelle citoyenneté. La citoyenneté dans la société contemporaine dans laquelle vivent les jeunes, c'est-à-dire une société de l'information et de la communication. Autrement dit, on est bien conscient que les jeunes qui nous sont confiés ne sont pas vierges et vivent dans un bain qui est très largement supérieur au bain informationnel que leurs parents, leurs grands-parents ont connu au même âge. Et donc ça, c'est un sacré défi. Ça, si j'ai commencé par ça, ça veut dire que tout le reste, tous les programmes et tous les textes d'application et toutes les manières qu'a un proviseur de gérer son lycée, un directeur de gérer son école, doivent donc tous remonter d'une manière ou d'une autre à ce texte-là. Ça donne une légitimité à parler ce champ-là. Le deuxième point, c'est les programmes. Il n'y a pas d'éducation aux médias et à l'information en discipline enseignée aux enfants. Ça n'existe pas. Par contre, il existe des programmes disciplinaires qui, tous, de manière très évidente ou de manière plus implicite, sont censés s'appuyer sur les compétences et les contenus d'éducation aux médias et à l'information. Il y a un seul endroit où c'est clairement explicite pour tous, c'est le collège. C'est les programmes de cycle 4. Cycle 4, en gros, c'est ce qui va de la 5e à la 3e. Le seul programme qui existe, qui parle réellement d'éducation aux médias et qui d'ailleurs s'intitule comme tel, c'est le programme qui fait que, c'est les 2 dernières pages du programme de cycle 4, il y a 2 pages qui disent que tous les enseignants, quelle que soit leur discipline, doivent contribuer à l'éducation aux médias et à l'information telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Ailleurs, cycle 2, cycle 3, c'est-à-dire école primaire ou lycée, ce sont des encouragements. Au cycle 4, ce n'est pas un encouragement, c'est statutaire. C'est un programme qui s'impose à tout le monde. Voilà. Et puis ensuite, il y a toute une série de textes qui sont des textes qui vont encourager les mises en application. Je vous ai évoqué tout à l'heure la circulaire de 2022. Circulaire, c'est un document que le ministre envoie à tous les recteurs en disant ça serait très bien que dans votre académie, vous fassiez. Concrètement, depuis la circulaire de 2022, dans l'académie de Clermont-Ferrand, notre recteur a multiplié par 2 les moyens humains qui nous permettent d'avoir des formateurs, des enseignants référents pour aller former les autres, pour qu'on l'espère, ça fasse système et que ça infuse auprès des classes. Voilà, je ne vais pas plus loin sur cette partie-là, mais ça c'est notre contexte, si vous voulez. Alors ça nous pose 2 défis, cette éducation aux médias et à l'information. Vous l'avez compris, le premier, c'est un enjeu disciplinaire. Si tout le monde est censé faire de l'EMI, mais si aucune discipline s'appelle EMI, le risque c'est que personne ne s'en saisisse, vraiment. Et nous, en tant qu'acteurs qui souhaitons la promouvoir, ce qui est pour nous un cheval de bataille presque sans fin, c'est réussir à donner du sens à cette éducation aux médias en responsabilisant tout le monde. Alors il y a des personnes qui par goût personnel, parcours de vie, études antérieures ou disciplines se sentent plus légitimes que d'autres. Il est vrai que les professeurs documentalistes, par exemple, que souvent les professeurs d'histoire-géographie, du fait que par exemple ils enseignent la mise en place de la liberté d'expression, la diffusion des médias, la propagande, la désinformation, etc.,
peuvent se sentir plus concernés que d'autres. Mais parfois, certains d'entre eux ne se sentent pas concernés. Donc, c'est notre responsabilité que de leur dire, dans ta discipline, dans ton origine, tu peux parler d'éducation aux médias. Soit parce que ça fait partie de ton programme, tu as des choses à raconter dessus, soit parce que les compétences qui sont embarquées, faire argumenter les jeunes, faire échanger des points de vue, construire un propos audiovisuel, par exemple, font partie d'un certain nombre de programmes. Donc nous, notre défi, c'est de faire un continuum entre les disciplines, assurer des porosités, mais c'est aussi faire un continuum dans les différents âges de l'enfant. Ce serait très contre-productif qu'un élève en 6e, en 5e ait un superbe enseignement avec une équipe motivée, et puis que tout retombe, puisque ensuite l'établissement dans lequel il se trouve n'est pas sensibilisé à ça. Donc le défi qu'on a, c'est assurer une continuité qui aille de l'école primaire jusqu'au bac. Alors pourquoi pas après? Parce qu'après, c'est pas ma responsabilité. Le post-bac, c'est pas chez moi. Donc dans un monde idéal, ça serait très bien. On parlait avec Pauline le jour au téléphone du bac -3, bac +3. En tout cas, moi, le champ qui m'est confié, c'est celui de la scolarité obligatoire. Et donc, nous, un des défis pour nous, c'est la continuité entre disciplines et la continuité à l'intérieur d'une discipline, en fonction des âges, si vous voulez. Du coup, ce que l'on aimerait beaucoup, c'est qu'il y ait une structure qui se saisisse de cela de manière renforcée, et cette structure, ce sont les établissements scolaires. Étant donné que ce n'est pas une discipline, on essaie de travailler beaucoup avec les chefs d'établissement pour qu'ils multiplient les événements à l'intérieur d'un collège, d'un lycée, pour faire sens, en fait. Un petit peu comme l'ont fait d'autres éducations avant nous, l'éducation au développement durable. Vous savez peut-être qu'il existe des procédures de labellisation qui font qu'un établissement peut entrer dans une démarche de projet et pour obtenir une labellisation, attester d'une mobilisation de la personne, enfin, du personnel éducatif. Ça peut être une piste pour nous, pour soutenir l'EMI, que de faire réfléchir la cellule école, la cellule collège, la cellule lycée autour d'un certain nombre d'événements, autour d'un certain nombre d'invitations, autour d'un certain nombre d'entrées de partenaires. Ah, vous comprenez où je veux en venir finalement en allant là-dessus. Voilà, donc pour nous, ça peut être une dimension qui peut pallier à l'absence de continuité entre disciplines ou à l'intérieur d'une discipline. Alors l'autre défi, après le défi pédagogique, c'est le défi citoyen. Cette éducation aux médias et à l'information, wow, déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a vocation à former des citoyens, mais ces citoyens, elle a vocation à les former en les aidant à s'ouvrir sur les autres, et donc, avant tout, à s'ouvrir sur les richesses qui entourent l'établissement. Donc pour nous, le vrai défi, c'est savoir faire rentrer les bonnes ressources au bon moment avec la bonne démarche. Il ne suffit pas de dire on va inviter un journaliste pour que ça ait du sens de faire entrer un journaliste dans une classe. Il y a une hygiène autour de ça, il y a une procédure. Le professeur qui fait rentrer des journalistes dans la classe en leur laissant les clés en disant allez-y maintenant, c'est open bar, c'est tout aussi nuisible pour nous que le professeur qui ne fait jamais entrer de journalistes dans ses classes. Donc pour ça, il y a des rencontres à faire, il y a des connexions à mettre en place, et il y a des projets aussi qui peuvent les permettre. Dans notre académie, je vais aller très vite sur la gouvernance de l'EMI, mais certains d'entre vous connaissent peut-être certains acteurs, donc je vais quand même les citer. Nous sommes deux à être référents académiques EMI, moi et le délégué académique au numérique éducatif, puisque qui dit éducation aux médias et à l'information aujourd'hui dit un rapport avec les canaux, les structures, les réseaux, les ENT, etc., etc. On a la chance d'avoir deux correspondants du CLEMI, qui sont nos cellules ouvrières, si vous voulez, ce sont vraiment eux qui sont à l'initiative, à l'accompagnement ou à la réception des projets que vous pouvez leur apporter. Jean-Emmanuel Dumoulin, Mélissa Ronget. Deux personnes remarquables, deux profs qui savent de quoi ils parlent, puisqu'ils ont fait le choix, alors qu'on leur demande de faire différemment, de garder un mi-temps dans les classes et un mi-temps pour assurer cette mission. On leur a dit, mais vous pouvez être ça à temps plein. Non, nous, ce qu'on veut, c'est continuer à avoir des jeunes pour être sûr de savoir de quoi on parle. Ces deux personnes-là sont les personnes qui auraient dû être là ce soir. Et vous aurez eu peut-être un discours un peu plus de vérité que moi, qui suis sur un discours institutionnel. Ce sont des profs avec qui il ne se passe pas une semaine sans qu'on travaille ensemble. Et donc, si vous voulez aller plus loin, je vous donnerai leur contact très volontiers. Il y a un ensemble de formateurs, dont William, dont d'autres, originaires de plusieurs disciplines et de plusieurs niveaux, puisque pour pallier au problème qu'on a évoqué tout à l'heure, cette absence de niveau, on a à peu près 25 profs avec lesquels on réfléchit ensemble, on se trompe ensemble, et des fois on fait des trucs qui tiennent la route ensemble. Et puis pour nous aider, et pour piloter cette politique académique, on a mis en place l'année dernière
une cellule académique EMI ou un comité académique EMI, on l'appelle comme on veut, dans lequel il y a les grands pilotes institutionnels, donc ça c'est les corps d'inspection, donc c'est moi, ça c'est le numérique éducatif, ça c'est la formation, puisque ce qu'on va faire là, il faut que ce soit financé pour que ça aille dans les classes, etc. etc. Et surtout, il y a des partenaires, le monde de la presse et des médias. On en a identifié 4 comme étant des partenaires phares, pas parce que c'est nos préférés, mais parce qu'on avait une antériorité de travail avec eux, Longue Porteuse, Benoît Bouscarel ici présent, les représentants de la Fondation Varenne, La Montagne, l'ARCOM, qui sont des gens avec qui on travaille beaucoup depuis très longtemps. Les 100 ans de la montagne, il y a 4 ans, 8000 scolaires mobilisés. C'était la première année de Jean-Emmanuel Dumoulin, correspondant de FEMI. On avait passé beaucoup de temps, y compris le soir où Macron était venu. Jean-Emmanuel avait posé quelques questions. Bref, voilà, ça c'est le pilotage de l'éducation aux médias et à l'information dans l'académie. Concrètement, les gens du pôle de compétences, dont William Brou pour la 3e fois, produisent des ressources, vont devant les enseignants, leur proposent des stages, certains marchent, d'autres moins bien, ou sont même à l'écoute des stages que les enseignants veulent mettre en place. On appelle ça des formations d'initiative locale. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous faire voir notre site académique, surtout chez vous qui avez des outils de communication extraordinaires. Ça fait un peu ringard, mais c'est le nôtre, on en est très content, il y a plein de trucs, donc vous pouvez aller voir. Voici une cartographie des établissements qu'on a réussi à sensibiliser, mais je passe dessus parce que j'ai plus le temps. Et je souhaitais venir avec vous sur un cas d'étude. Voilà. Une étude de cas, l'appel à projet, une web radio, un par un. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une circulaire de janvier 22 qui invite les recteurs à multiplier les efforts faits en interne pour développer l'éducation aux médias et à l'information. Parmi ces canaux-là, parmi ces leviers, on en a un dont on s'est saisi. C'est un appel à projet pour financer dans tous les établissements qui le souhaitent la mise en place d'une web radio. C'est un appel à projet national, financé dans le cadre du plan France Avenir 2030. Et cet appel à projet a fédéré à peu près 300 établissements à l'échelle française, dans lesquels des web radios vont être financées en interne pour permettre des mises en place de projets éducatifs, des élèves qui s'interviewent, des élèves qui font des billets d'humeur, des élèves qui font des émissions journalistiques, dans leur liberté pédagogique. En tout cas, des élèves qui prennent le micro et qui font quelque chose. Voilà. Sur ces 300 bahuts, 35 sont sur l'Académie de Clermont-Ferrand. L'Académie de Clermont-Ferrand, normalement, c'est 1% des effectifs nationaux en termes d'élèves, en termes de profs, en termes de nombre de bahuts. Et là, on est sur quasiment 15% des web radios qui ont phagocyté une partie des moyens nationaux, sur les collectivités locales qui cofinancent, peu importe. Comment est-ce qu'on va faire pour accompagner le moins mal possible ces 35 bahuts, qui sont 35 collèges, issus des 4 départements de notre académie? Notre idée, c'est d'une part de former les collègues aux actes pédagogiques qu'en tant qu'enseignants ils vont faire s'exprimer les enfants à l'oral, faire argumenter les enfants, la contradiction, etc. C'est former techniquement ces équipes à la prise en main de ces outils. Et c'est là, entre autres, parce que les partenaires ne nous aident pas qu'à la prise en main technique, ils nous aident bien souvent à la prise en main de contenu, à la prise en main pédagogique. C'est là où on a la chance dans cette académie d'avoir recensé un nombre de partenaires qui nous permet, pour chacun des 35 collèges de l'académie, d'avoir à 1, 2, 3 moments dans l'année, un professionnel qui va intervenir devant les classes ou devant les référents du projet pour leur donner un point de vue sur voilà comment je m'y prends moi à la montagne quand je veux faire une interview. Voilà comment je m'y prends moi à Longue Porteuse quand je veux faire un billet de 2 minutes. Et donc voilà comment vous allez pouvoir avec vos élèves vous y prendre pour dépasser des soucis techniques ou des soucis organisationnels. C'est pas un vœu pieux puisque la moitié des sessions de formation ont déjà eu lieu cette année. On est très content de ce format-là, dont on n'est pas à l'origine. Par contre, on aimerait que ça se reproduise. Alors on fonctionne là-dessus sur l'accompagnement des concours, par exemple, le concours médiatique, le concours Arte Reportage, il y en a énormément. Et on a la chance à ce niveau-là d'avoir beaucoup de partenaires qui nous aident. Mais on se rend compte que le discours qu'amènent les partenaires là, devant les gamins et devant les profs, il est irremplaçable en fait. Et que si on arrive à faire système et que chacun à sa place, on arrive à donner plusieurs outils aux classes, c'est le meilleur moyen que tout ça continue à infuser.
Voilà, donc je suis peut-être à 19 minutes, désolé, donc j'ai dépassé de 4 minutes, je vous prie de m'en excuser. Mais si vous avez des questions, eh bien on va prendre un petit moment pour y répondre. Honnêtement, vous avez dépassé juste parce que vous avez fait la présentation c'est ça. même, mais autrement... J'aurais pas dû me présenter. Est-ce qu'il y a des questions? C'était super bien. Merci. Voilà, vous êtes. En prologue de votre présentation, vous avez évoqué donc, des textes, des références, et s'agissant du CRCN, comment ça s'articule, puisque le numérique éducatif est intimement lié à l'éducation? Alors le CRCN pour les non-initiés, en gros c'est le cadre de compétences numériques que les élèves et les enseignants sont censés acquérir et maîtriser. Donc ce qui veut dire que concrètement il y a des niveaux, notamment les niveaux de fin d'études, les 3e par exemple, ou les fins de lycée, où les élèves sont censés passer une certification numérique. Voilà, qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à l'outil PIX, et effectivement ça fait partie d'un référentiel de compétences numériques, ces fameux CRCN. Alors comment ça s'articule? Eh bien, pour nous, ça fait partie des réflexions qui sont intrinsèques à nos manières d'accompagner. De toute façon, il faut savoir que le CRCN, il a été écrit en lien avec les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information, notamment le FLEMI, entre autres, pour identifier un certain nombre de compétences qui vont être embarquées dans l'utilisation des outils. Donc, concrètement, pour vous donner un exemple précis, je repars sur l'histoire-géographie dont je suis l'inspecteur disciplinaire. Lorsque, avec des élèves, on va leur demander de faire une recherche sur un exposé, j'invente, je suis en direct, sur l'encyclopédie en 4e, en plus encyclopédie ancien média, grâce à un nouveau média numérique, tout va bien. On va faire en sorte que les enseignants fassent travailler chez les élèves la compétence qu'on va appeler s'informer, c'est-à-dire, au-delà de savoir trouver une ressource, est-ce que je suis capable de dire si elle est fiable ou pas? Parce que la trouver c'est une chose, savoir si elle est bonne c'en est une, est-ce que je suis capable de l'exploiter pour en faire quelque chose? Ça fait partie des compétences qui sont dans PIX. Alors elles sont ventilées différemment, mais notre idée c'est que si on embarque dans des exercices simples, des compétences compliquées, les élèves vont donc prendre l'habitude de les valider grain à grain. Et le jour où ils vont faire leur certification PIX en temps limité, on a dans l'idée qu'en ayant multiplié les gestes concrets, c'est la meilleure des formations. Voilà. Alors par contre, moi je vous dis ça pour une discipline que je connais bien, et par rapport à une entrée que je connais aussi, mais on n'est pas tous au même niveau d'acculturation autour de ça dans l'éducation nationale. J'ai d'autres collègues qui voient la validation des compétences numériques avec un regard assez critique. Qu'est-ce que c'est encore que ce nouveau truc qu'il va falloir qu'on fasse? Il faut savoir qu'on est sorti d'années B2I, C2I, où il y avait déjà des validations des compétences numériques qui n'ont pas servi à grand-chose. Donc, est-ce qu'il s'agit encore de certifier pour certifier, ou est-ce que cette certification, elle va avoir un vrai caractère obligatoire? Je pense aux élèves quand ils veulent après passer dans le monde du sup. C'est ça le deal à l'origine. Ils sont censés valider leur CRCN. Ou est-ce que c'est juste optionnel, comme finalement ça l'a été avec le B2I, C2I, auquel cas ça va faire pchit. Voilà. Donc ça c'est la première dimension. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on s'assure que tous les gamins de tous les bahuts, dans toutes les disciplines, ont un niveau de formation minimum, alors que les moyens afférents n'existent pas? Voilà. Alors, pour moi, c'est un très très chouette outil, mais pour moi, c'est un outil qui n'est pas encore stabilisé. Voilà. Parce que l'obligation, elle n'est pas assez forte pour qu'elle devienne normative, si vous voulez. Donc, soit on y va à fond, et on oblige tous les gamins à l'avoir, soit on ne le fait pas. Et là, on est un peu dans l'entre-deux. Alors, à cause du Covid, à cause de la réforme, à cause de ce qu'on veut, à cause du fait que la volonté politique, elle pourrait être plus forte, surtout. Et ça vous semble un outil pertinent? Complètement, oui. Ça me semble un super outil. Et voilà. Si je peux me permettre, alors, qu'on n'est pas... Ah ben oui, pardon. Non, mais du coup, en fait, c'est intéressant. Là, il y a des professionnels d'éducation aux médias, il y a des médias, il y a aussi des personnes qui se disent « Ah bah tiens, peut-être que je voudrais participer à cette dynamique. Oui. » Mais du coup, quand on ne sait pas tous ces mots-là, qu'on ne connaît pas toute cette organisation, cet organigramme d'organisation, comment ça se passe? C'est quoi la porte d'entrée? Comment
Et ce qui fait justement se raccrocher aux appels à projets finalement qui sont nationaux, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont faites au niveau local? La première des choses, c'est qu'on vient à la soirée du connecteur déjà. Voilà, comme ça. Non, mais la première porte, c'est le bahut, c'est la structure, c'est l'école, c'est l'enseignant auprès duquel vous allez avoir une accroche, soit parce qu'il va se tourner vers vous, soit parce que vous-même, vous voulez proposer quelque chose à un établissement. Et ça va être l'action spontanée. Par contre, pour que ce soit pérennisé, parce que vous êtes des professionnels, donc ça veut dire que ces interventions-là, il faut qu'elles soient sécurisées, il faut qu'elles soient prises en compte, il faut qu'elles soient officialisées, il faut qu'elles soient pourquoi pas aussi rémunérées. Certains parmi vous font ça gracieusement, mais d'autres ont besoin de ces rémunérations, en tout ou en partie pour vivre. Donc là, il y a une procédure. Hein. Il faut savoir que nous, dans notre grande maison, les intervenants extérieurs peuvent avoir un financement au titre des actions culturelles. Hein. C'est ce qu'on appelle le parcours éducatif, artistique et culturel. On a une délégation académique aux affaires culturelles, la DAC, qui finance les interventions des partenaires extérieurs dans les établissements. Donc c'est auprès de cet acteur-là, la délégation académique aux affaires culturelles, la DAC, qu'il faut se manifester lorsqu'on veut avoir la reconnaissance de qui l'on est et du fait d'avoir son intervention qui va être prise en charge par la structure éducative. Il faut savoir qu'un établissement scolaire public ne peut pas vous payer à l'acte, il n'a pas de fonds propres pour le faire, ou quelques rares fonds, mais ça sera des miettes. Un établissement privé, c'est un peu différent. Un établissement public, il va être obligé de budgéter, de faire voter et de se faire financer les interventions des partenaires extérieurs. Et pour cela, l'établissement public, il va chercher les moyens là où ils sont, c'est-à-dire auprès de la délégation aux affaires culturelles, la DAC. Il y a un portail qui s'appelle le portail Adage, sur lequel les partenaires s'inscrivent, peuvent se présenter, de manière à ce qu'un certain nombre d'établissements puissent entrer en contact avec eux. Donc là, si vous voulez les contacts de ces personnes, Agnès Barbier, délégation académique aux affaires culturelles, je peux vous les donner fort volontiers. Mais ce n'est pas moi qui touche au cordon de cette bourse-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le LI, les dispositifs, les projets Il y a le financement Pass Culture, là, du coup, qui est nouveau. Oui. Il y a déjà des offres sur ce sujet-là. Oui, complètement. Alors donc, Pass Culture, c'est un financement qui permet aux délégations des affaires culturelles de pouvoir mener au bon endroit l'argent. Il faut savoir que vous avez un financement à titre individuel du Pass Culture qui fait que chaque élève peut avoir droit à un montant, alors je n'ai pas le montant en tête, mais vous avez aussi une dimension collective qui fait que l'établissement reçoit X centaines ou X milliers d'euros qui va lui permettre à l'échelle de l'année de faire intervenir X intervenants. Donc pour ça, il faut que l'intervenant ait été référencé sur la liste des intervenants fiables, de qualité, etc. C'est assez simple à faire, hein. Il faut juste conventionner avec l'autorité, pas régulatrice, mais l'autorité qui va vous légitimer. Mais oui, alors le Pass Culture, il y a ces deux dimensions, la dimension collective et la dimension individuelle des élèves qui peuvent eux-mêmes accéder à un certain nombre d'achats de ressources. Mais ce sont des leviers récents, mais opérants, qui permettent de financer un certain nombre d'interventions. Tout à fait. Intervention des extérieurs qui peuvent entrer dans les classes, ou alors financer des élèves pour qu'ils aillent jusqu'aux partenaires avec des sorties scolaires, par exemple. Du coup, ouais. Juste une question. Est-ce que, pour être sûr que ça fait vraiment toutes les possibilités, est-ce que si par exemple on veut faire des outils pour les profs, oui. Ou qu'on veut, est-ce qu'on va utiliser ce même parcours? Est-ce qu'on veut fournir des outils aux profs ou si sur des choses qu'ils font, par exemple, qu'ils font déjà, l'éducation aux médias? Vous voulez leur fournir des outils gracieusement? Ouais, potentiellement. Ouais. Alors, dans ces cas-là, bienvenue. Mais votre idée, c'est juste de vous faire connaître. Donc pour vous faire auprès d'eux, je veux dire, pour qu'ils sachent que votre outil existe. Oui, voilà, est-ce que finalement c'est ouvert dès qu'on dit ça, c'est ah ben ok, donnez-nous et puis on se débrouille, ou est-ce qu'il faut malgré tout faire une procédure pour dire bah tiens, comme quelqu'un qui voudrait vendre des livres à l'éducation nationale, oui. Et voilà. Les ressources éducatives que vous pouvez proposer aux enseignants, ils ont leur esprit critique, ils en font ce qu'ils veulent. Après, il y a les ressources éditoriales que nous, on va appuyer, parce qu'on estime qu'elles sont dans les clous, où il y a même celles dont on va dire attention, surtout pas ça. Vous mettez en danger vos gamins. Ça existe dans toutes les disciplines, ça existe dans... Il y a des gens qui peuvent avoir énormément de bonne volonté, mais qui, s'étant mal renseignés, amènent un outil qui est soit dépassé, soit contre-productif, soit dangereux. Vous imaginez, dans ma discipline, histoire-géographie, on ne peut pas donner l'occasion à tout le monde de prendre la parole sur tous les sujets.
Donc ça veut dire que si vous souhaitez que les enseignants vous connaissent et qu'ils aient une utilisation libre, spontanée, tout seuls dans leur coin, ben voilà. Mais si vous souhaitez qu'on communique auprès d'eux, pour leur dire voilà une ressource qui a de la tenue, là oui, moi en tant que référent académique, je suis responsable éditorial du site. Donc sur le site, on ne va pas parler des partenaires dont on sait qu'ils ne sont pas fiables. Mais par contre, on fait connaître comme ça énormément de choses. Je pense notamment à un jeu, 36 heures à la rédac, qui est en train d'infuser de plus en plus dans les classes, parce qu'il nous a semblé qu'il était robuste, bien construit, et surtout qu'il permettait pédagogiquement des belles mises en situation. Il y a un stage qui se fait dans quelques semaines, auprès d'enseignants. Eh ben, on n'a vu aucun inconvénient quand les formateurs nous ont dit « Est-ce que je peux présenter cette ressource ?» Parce que cette ressource, par ailleurs, on a vu qu'elle était robuste, tout simplement. Donc si vous souhaitez faire connaître votre ressource, effectivement, là, il faut passer par le canal des, je ne sais pas comment dire ça, des chiens de berger, quelque part. Hein. On nous confie des enseignants, donc on va faire attention à ce qu'on ne leur raconte pas n'importe quoi. Par contre, si vous réussissez à nous convaincre que votre ressource serait bonne, eh ben, on va être ravis de la leur faire connaître. Donc du coup, c'est quand même mieux d'avoir fait, par exemple, notre forme, une intervention, ou quelque chose comme ça, pour se faire connaître, puis après, proposer l'outil par des circuits différents, quoi, si je sais résumer. Bah, si vous voulez faire connaître votre ressource aux professeurs de l'académie, vous me la faites connaître à moi ou à Jean-Médel, du moins ou à Mélissa Rouget. Ça sera pour nous l'occasion soit de former nos formateurs pour leur dire voilà une belle ressource, soit de faire une page sur notre site académique, ou notre fil Twitter, ou des articles pédagogiques en disant ben voilà, avec cette ressource qu'on peut faire avec des 6e, avec des 3e, avec des terminales. Alors, je commence à avoir des petites sueurs froides de timing. Non mais du coup, parce qu'en fait, après l'objectif c'est de pouvoir poursuivre les échanges autour d'un verre, mais avant le verre, qui est en plus, la bière est au congélateur, je sais pas si c'était, je sais pas en combien de temps ça congèle, c'était une sorte de petit message d'alerte pour qui pourrait m'entendre de l'équipe du connecteur pour éventuellement vérifier si ça gèle pas. Mais est-ce que en attendant, c'est l'idée, donc alors, merci beaucoup pour l'intervention. Pardon, parce que c'était hyper clair, hyper intéressant. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas, du coup, ça apporte plein d'éclairage et on se dit, on a envie de faire plein de choses. Et donc, c'est justement l'occasion de faire open micro. C'est-à-dire, en fait, si les personnes qui veulent prendre la parole pour taquer Martin, qui veulent prendre la parole pour partager une info, pour dire bah moi j'aimerais bien, le but c'est de faire circuler le maximum d'informations, vous avez le droit à 1 minute, pas plus, à chaque fois, et si éventuellement, ou alors je tourne comme ça le micro, mais si jamais tu veux venir, voilà, c'est et du coup c'est open micro et vous venez et vous racontez ce que vous avez raconté, quoi. Merci. Et 1 minute. Bah, c'est pour vous remercier d'être tous et toutes là, et puis pour vous dire que avec le Club de la Presse, on voudrait créer un annuaire des acteurs et actrices de l'EMI qu'on ajouterait à l'annuaire actuel des professionnels des médias. C'est la part du bénévolat, donc je fais appel à vos services pour faire de la mise en page avec moi, des choses comme ça, enfin venir m'en parler si vous voulez qu'on crée ce support physique à destination des écoles, des médiathèques, des professionnels, et diffuser un petit peu tout ça. On va essayer de récupérer vos fiches, déjà après faire une sélection, s'appuyer sur ça, mais voilà, continuer à le réseauter et avec ce support. Donc ceux qui veulent aider sont les bienvenus. Et du coup, je suis hyper désolée parce que quand j'ai présenté, j'ai oublié de dire que cet événement n'a pu avoir lieu que grâce au Média Social Club. Moi j'ai rien fait. Mais non, mais parce qu'en fait c'était suite à l'événement qu'il y avait eu l'année dernière, quand on avait fait le débrief, il y avait eu cette envie qu'il y ait plus de rencontres entre professionnels, et c'est Martin et Barbara qui ont relancé le truc. Du coup, moi j'ai parlé que du connecteur. Donc voilà, je m'excuse, c'est grâce à eux, c'est pour ça que c'était écrit dans l'invitation en partenariat avec le Média Social Club, qui est aussi en fait un collectif. Si vous voulez suivre en gros le Média Social Club, c'est une manière informelle en fait de rester en lien avec les acteurs médias et EMI. Parfait. On est toujours amis, ça va? Oui. Okay. Surtout qu'après on va boire. Est-ce que quelqu'un d'autre en fait veut partager une info, un projet, une envie? Oui. Alors déjà, je voudrais m'excuser d'être arrivé beaucoup en retard, mais je n'avais jamais remarqué que le boulevard Léon Jouot faisait un angle droit. Et c'est comme ça que je me suis trompé. Donc moi, je m'appelle Romary Daval, je ne suis pas professionnel, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas professeur. Je suis bénévole dans une association, je suis même au bureau, qui s'appelle Un bout des médias, qui est une association nationale
qui milite pour l'indépendance des médias et qui a été créée, pour ceux qui la connaissent, par l'économiste Julia Cagé, qui est prof à Sciences Po à Paris. Donc bon, comme vous avez compris, on milite pour l'indépendance des médias et on a un certain nombre d'actions. On a un plaidoyer auprès des hommes politiques, on a un certain nombre de choses. Et entre autres, ce qui explique ma présence ce soir, c'est on a eu un axe qui est sensibiliser le grand public. Donc j'ai déjà eu le plaisir avec le Média Social Club d'ailleurs, et avec Martin et puis Charlotte était là aussi d'ailleurs, à faire une soirée à Utopie. C'était pas une très grande audience, mais on a passé une assez bonne soirée et c'était plutôt très intéressant. Et d'ailleurs, avec Martin, on a très envie de recommencer. On est en train de regarder pour peut-être projeter un film sur des étudiants en école de journalisme à Paris, à Clermont. Donc il y a des choses sur Clermont qui vont se passer. Donc moi j'étais extrêmement intéressé et je vais pour conclure dire juste une chose, j'étais extrêmement intéressé par l'exposé avant qui faisait le lien entre la citoyenneté, alors nous on dit la démocratie mais on parle bien de la même chose, et la capacité de consommer de l'information, et c'est complètement notre démarche aussi appliquée à autre chose. Merci, 1 minute 13. Donc si quelqu'un veut prendre la parole, le ti, c'est une manière de dire que ça fait... Go. Juste pour témoigner que l'éducation aux médias, elle peut aussi être portée par des associations d'éducation populaire, voire même des mouvements d'éducation, donc Astucience qui est un collectif, et moi je travaille au CMEA, donc le CMEA on est un mouvement d'éducation nouvelle et un mouvement d'éducation populaire, et l'éducation aux médias c'est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et donc on a mené une expérience avec Astucience et la rencontre avec le monde du journalisme était super intéressante avec une journaliste scientifique. Et on a fait des actions auprès de collèges de la région Auvergne, des interventions qui avaient pour mission de faire prendre conscience aux élèves que quand on voit des choses autour de phénomènes scientifiques, autour de la connaissance scientifique, la relayer, c'est parfois très rapide, alors que la construction de la connaissance scientifique, elle prend beaucoup plus de temps. Et voilà, et on a eu une super expérience avec la journaliste scientifique qui nous a mené, avec Marie-Catherine Mérat, donc, qui a mené le versant de, à partir du moment où la connaissance scientifique existe, comment on peut la vulgariser, la diffuser. Et voilà, c'était une belle expérience complémentaire entre mouvement d'éducation et journalisme. Et Laure, tu étais là juste en... Non, je voulais bien. En fait, et du coup, c'est un sujet dans le sujet, finalement, la place des sciences dans les médias. Et donc, c'est un peu notre sujet. Et on a un site qui s'appelle Écosciences. J'ai oublié des plaquettes. Et sur Écosciences Auvergne, donc vous taperez dans Google, on a créé une communauté qui s'appelle justement Médias, Sciences et Esprit Critique. C'est un portail collaboratif, donc vous pouvez vous abonner. Et l'idée, c'est des partages de pratiques, donc voilà, mettre des ressources sur le sujet spécifique de médias et sciences. Voilà, si ça vous botte. Merci beaucoup. William, oh là là, on en a tellement entendu parler ce soir. En plus, il est dans mon dos. Hein. Donc, j'ai... C'est bon ? Ah oui, j'ai pas... Attention, non, parce que j'ai l'habitude. J'ai été déjà largement présenté. En plus des casquettes qui ont été dites, j'anime une chaîne YouTube qui s'appelle Histoire en jeu, sur laquelle je fais de l'analyse de jeux vidéo historiques. Et je me suis aussi lancé sur TikTok, donc vos questionnements sur les médias, réseaux, etc., ça me parle beaucoup. Parce que je défends l'idée vraiment que les jeux vidéo sont des médias, sont des porteurs de messages, ou peuvent être porteurs de messages. Donc c'est mon cheval de bataille sur la chaîne YouTube et TikTok, mais aussi auprès de mes élèves. Et donc je fais de l'analyse critique de jeux vidéo avec mes élèves, et j'ai aussi lancé depuis quelques années des ateliers de création de jeux vidéo avec les élèves. Donc si ça vous intéresse d'en parler, n'hésitez pas à venir me voir. Là, il me reste du temps, donc je pourrais dire plein de jeux encore. Je me suis lancé sur Instagram. Et non, voilà. Je ne vais pas cramer toutes les secondes. Hein, voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir sur ces questions-là. Comme ça, quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ? Oui. Ah. Non, mais après, on n'est pas obligé de courir. Enfin, c'est quand même, je mets la pression, mais pas à ce point. C'est la pression de dire que je pense. Oh, déjà, d'accord.
moi je suis Samy, je suis co-directeur de l'association Heuristica. On fait l'éducation populaire, de la vulgarisation de l'esprit critique. Et on intervient aussi pour des établissements scolaires et pour aider des organisations militantes à enquêter, à apprendre à enquêter, etc. Et donc j'ai 2 trucs que je vais essayer de placer en 30 secondes. On prépare un jeu, en fait, qui est une sorte de, comme la fresque du climat, mais en fresque de l'information. Et on cherche des gens qui sont journalistes, qui sont profs pour passer de la bêta au produit fini, justement. Et c'est ça le produit que je veux après distribuer aux profs, et pas que, et gratuitement. Et l'autre chose, c'est que voilà, on a une formation initiation à l'esprit critique pour les niveaux licence, BTS et lycée, et que voilà, c'est un bon complément à l'éducation média, une préparation à l'éducation média, et que voilà, on veut bien en parler. Merci beaucoup. Moi je m'appelle Maude, j'ai une petite structure qui s'appelle Le Chapitre, qui a beaucoup d'homonymes, mais moi je fais de la médiation culturelle, je suis en indépendante, dans le jeu vidéo et le cinéma. Donc je fais des ateliers, des conférences, je fais des expositions, de la création de contenu sur ces sujets-là. Voilà, donc je cherche ça fait 3 ans que je suis installée en Auvergne, avant j'étais à Paris. Je travaille notamment à la Cité des Sciences, où j'étais plutôt médiatrice scientifique. Et là, je fais de la médiation plus culturelle, et c'est plutôt le côté créatif et création qui m'intéresse. Donc au niveau de l'éducation média, c'est vraiment en me faisant créer des objets, en me faisant créer des petits jeux vidéo, des petites vidéos, que j'apprends comment ça marche. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui. Ça va vite, une minute. Alors moi je vais être très rapide, je cherche du boulot. Donc je me présente, je suis Jonathan Verrier, j'ai travaillé 7 ans en Radio Coquelicot et je pratique notamment l'éducation média depuis 2015 dans le cadre de mon ancienne structure. Média que j'ai quitté de mon propre chef en février dernier pour tenter de lancer mon propre média. C'est pour ça que j'ai notamment suivi la compagnie rotative, l'incubateur, la rotative au sein du groupe Centre France, pour essayer de monter un projet qui mêlerait à la fois le podcast, l'éducation média et l'animation. L'idée d'avoir un grand média citoyen, participatif, collaboratif, que je ne peux pas monter pour des raisons personnelles aujourd'hui, mais qui continue d'infuser et pour lequel j'ai envie de continuer d'engranger de l'expérience. Donc, en fait, voilà, je cherche du boulot dans le secteur du journalisme et des médias si possible. J'élargis à l'animation et la communication parce que j'essaye de prendre aussi le maximum d'expérience. Donc si vous cherchez quelqu'un, si vous reste encore un peu d'argent dans vos médias ou vos rédactions, je suis preneur. Si vous connaissez des gens qui sont aussi en recherche, n'hésitez pas, je reste à la fin. Si vous avez des contacts à me filer, je suis carrément preneur. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Ouais. Bah oui. Go. Voilà, Barbara et Lucie, on est ici, en tout cas moi, pour représenter le journal Décodé. Je fais de la recherche et c'est pour ça que je suis rentrée dans le journal Décodé qu'on a créé. On met en relation des chercheurs et des enseignants pour parler des articles qu'on publie. Pas nous personnellement, mais les autres chercheurs. Et l'idée, c'est que les élèves soient les critiques de ces articles-là. Et qu'ils les rendent accessibles à leur niveau. L'idée, c'est qu'ils retravaillent l'article du chercheur en collaboration avec le chercheur pour le rendre accessible à leur niveau de classe et leur niveau d'âge. Et ensuite, on les publie gratuitement sur un site en ligne pour que tout le monde y ait accès. Et on les publie aussi sur Ecosciences, avec Astucience, avec qui on travaille. Et c'est vrai qu'on en profite, on a eu certains professeurs qui ont vu le projet refusé par les inspecteurs d'académie, alors que du coup, l'intérêt, c'est qu'on propose ça dans toutes les disciplines. On a des chercheurs autant en biologie, en histoire, en droit, en physique, en chimie, en génie des procédés, etc. Voilà. Voilà. Merci. Il va falloir débrouiller tout ça, hein, Nicolas. Quelqu'un d'autre? Alors, du coup, moi, je prends la parole pour Didier Moya, qui est malade.
mais qui m'a demandé d'expliquer pour lui. Donc Didier Moya, il est chef de département MMI à l'IUT de Vichy, c'est ça? Oui. Et il porte notamment le projet Aventure Média, qui est un accouchement qui s'est fait dans le temps, hein, et qui vise, en fait c'est une plateforme, donc une web TV et une web radio qui mise à mettre en lumière et mettre en avant les contenus qui ont été produits, soit dans le cadre des formations de l'enseignement supérieur audiovisuel, mais aussi en partenariat avec des établissements scolaires qui auraient, dans les démarches de MI, créé des contenus audio ou vidéo. Et le but, c'est justement de pouvoir faire le lien, ce continuum, entre le primaire, le secondaire et l'enseignement supérieur, et puis de montrer en fait tout ce qui se fait sur l'EMI et dans la production audiovisuelle sur l'Auvergne. C'est en lien avec Learning Auvergne, Cap 2025, tout ça. Et donc c'est le début en fait, ça a été lancé, c'est pas encore lancé officiellement, c'est encore en construction, mais si jamais justement ça vous intéresse, ou même ne serait-ce que d'en parler, qu'il va y avoir cette plateforme qui sera à destination de tous ceux qui travaillent, parce que parfois on fait des contenus puis ils ne sont pas diffusés dans le cadre de projets pédagogiques, et là c'est aussi la possibilité de les offrir au grand public. Je ne me suis pas chronométrée parce qu'en même temps, voilà. Et vous pouvez m'applaudir. Bonjour, nous on était au premier rang, alors bon, vous ne voyez pas, mais... J'ai jamais été au premier rang, moi. Moi je suis Préti C'est sûrement à cause de Zipper qui me mettait toujours au dernier rang. Voilà, et lui il me fait toujours la parole. Je suis Préti Gazelle, je travaille du coup à la mairie de Clermont, à la direction des loisirs des enfants et des adolescents, et c'est mon chef Clément. Bonjour Clément. Voilà, nous du coup on travaille sur le périscolaire des enfants, donc la pause méridienne, le soir et puis les vacances scolaires. On intègre bientôt la jeunesse. Et on est très bien accompagné pour mener une concertation jeunesse par le connecteur. Vous pouvez les applaudir. Donc du coup, on cherche évidemment des contacts pour travailler sur l'éducation aux médias, et aussi on a un enjeu très fort de rentrer en communication avec les jeunes, quelque chose sur quoi on est vraiment très très mauvais. Voilà, donc pour le moment on ne communique pas avec les jeunes et on cherche à le faire. C'est un enjeu fort pour nous de vraiment communiquer avec tous les jeunes qui sont répartis sur le territoire de la ville et qui peuvent se trouver un peu éloignés de certains réseaux ou qui ne sont pas initiés de par leur environnement. On a fini. Voilà. Je suis Alexandre et alors moi je suis pas très TikTok, je suis pas très format court, donc je fais un podcast où chaque épisode dure en moyenne 1h45. Voilà. Des fois c'est plus long, des fois c'est plus court. Et en fait mon idée c'est de prendre le temps d'avoir une discussion approfondie avec un expert d'un sujet. Donc on parle de l'expert, on parle de son sujet, on essaye de faire ressortir des connaissances de base de ce sujet-là. Donc voilà, si vous voulez écouter, ça s'appelle Principes fondamentaux, et si vous voulez venir me parler, on échange aujourd'hui, et puis on fera un épisode si le feeling est présent. Voilà, merci. Encore quelqu'un qui veut prendre la parole? Qu'on boit de la bière? Est-ce qu'on dit c'est bon? Tu levais la main? Pas du tout. Ah, d'accord. J'attends pour... D'accord. Et donc, nous allons dire que la séance est levée, bientôt. Mais juste pour toutes les personnes qui ont été présentes, en fait, le but, c'est... on vous demandera, si vous êtes OK, que vos coordonnées soient envoyées aux personnes qui étaient là, pour que, en gros, c'est un peu cette notion de pré-annuaire, qui sera ensuite un vrai annuaire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, alors ça c'est le message de Laurent Pixon, un message pratique. Les personnes qui partent doivent bien fermer le portail parce qu'il y a des vélos. Voilà. Et pour l'apéro, écoutez, on peut dire que ça va être le moment. Donc on voulait
vous remercier beaucoup pour d'avoir été présents. Et on va pousser quelques chaises, on va sortir les bières, les jus de fruits. Il y a plein de trucs au pois chiche et à l'épaule. On va aller dans un magasin de chiche.